Allez, merci d'accueillir nos invités. Chroméo, bonsoir Si vous ne connaissez pas Chroméo, a.k.a. P-Tug et Dave One, ils font de la funk teintée d'électro depuis combien de temps d'ailleurs? Depuis une vingtaine d'années maintenant, ouais, une vingtaine d'années. Il y a ce morceau-là par exemple qui avait bien fonctionné à l'époque. Me fait un kiff, j'aime beaucoup ce morceau, donc c'est pas le plus récent, mais... Des collabs avec The Dream, avec French Montana, Steph London, Solange et encore plein d'autres. Vous avez collaboré aussi avec des Français, DJ Mehdi à l'époque. Vous venez de Montréal et vous êtes là pour nous présenter un album qui arrive très prochainement, début février. Adult Contemporary. Il est là l'accent ou pas? On est comment sur la fête? Faites-le moi avec le vrai accent s'il vous plaît. Non, c'est pas mal, c'est pas mal. Vous pouvez lui dire la vérité. Tu peux dire la vérité. Tu peux dire la vérité. Non, jamais je dis la vérité. Bon, je dis la vérité, nous on se fout de la gueule de l'accent des Québécois souvent. Parfait. Donc t'as le droit. Je le fais en québécois. Ouais. Adult Contemporary. On aime bien ça. Ça va comme ça? Ça me va très bien. Bienvenue les gars en tout cas, c'est un plaisir de vous avoir. Vous êtes de passage à Paris pour la promo de cet album dans lequel il y a ce morceau aussi, Personal Effect. Ce morceau, Personal Effect. Il y a déjà 4 morceaux qui sont sortis de l'album, celui-ci et plein d'autres, donc vous allez nous parler de ça. Vous proposez depuis pas mal de temps ce son aux couleurs funk, c'est le 6e album là. Ouais. 6e album, comment vous faites pour faire évoluer votre musique sachant que vous êtes dans des sonorités funk et du coup vous utilisez des synthés, des vieux synthés analogiques. Exact. Donc du coup ces sonorités-là, elles peuvent pas tant évoluer que ça, j'imagine. Comment vous bossez du coup votre musique pour pouvoir proposer à chaque fois des trucs différents? Bon, on s'inspire quand même beaucoup de musique électronique aussi. Ouais. C'est un peu à cheval sur la funk et l'électro. Donc par exemple, on essaie de limiter les instruments live et de faire un dosage entre drum machine et trucs un peu plus organiques et synthé, tout ça. Même le rap. On a grandi sur le rap, nous. Vous avez commencé comme ça à faire des prods rap? Ouais, exact. Ah, donc, vous commencez en faisant des prods rap? Ouais, quand on était ado. Ouais. Okay, et on est retourné en arrière vers le funk en fait. Et ça vous arrive de, juste pour rire, sortir totalement de votre zone de confort et tester des morceaux comme ça, rap ou d'autres instrus que ce que vous connaissez ou pas du tout? Juste pour rire? Non. Je sais pas si ce serait très drôle. C'est-à-dire que ce qu'on essaie de faire, c'est plutôt comme sur le dernier album, pas celui-ci, mais c'est de faire rentrer des featuring dans notre univers. Par exemple, sur le dernier album, comme tu disais, il y avait French, il y avait Steph, il y avait The Dream, il y avait tout ça, Drum, tout ça. Donc l'idée, c'était de les faire rentrer chez nous plutôt. Ça m'a fait penser un peu, tu sais, comme les albums de Calvin Harris là qui sortent en été. Exact. Ça m'a fait penser un peu à ça. Ouais, c'est même vibe. C'est genre de les faire rentrer dans notre monde, et dans notre bulle. C'est eux qui s'adaptent quoi. Voilà. On adore. Pour parler rapidement de votre parcours, vous connaissez depuis l'adolescence, vous êtes connu à l'école, c'est ça? Exact. Est-ce que c'est pas compliqué d'évoluer depuis tant de temps en duo et de durer surtout, tu vois, il y a beaucoup de duos comme ça qui split à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de split. Un peu de sagesse, un peu de respect, c'est tout. Jamais l'engueulade? Ouais, si, mais on est un vieux couple. Ouais, c'est ça. Non, mais du coup, vous partez du principe que vous allez rester ensemble toujours. Vous vous séparez jamais, en tout cas musicalement. Ouais. Franchement, ce serait dur d'envisager, je sais pas, en tout cas pour moi, je sais pas si t'as des projets dans les coulisses dont tu m'as pas parlé. Mais... c'est peut-être le moment d'en parler. Ouais, c'est ça la révélation. Non, pour nous, c'est sur la durée. Bon, c'est bien, on adore. Et vous envisagez quand même de peut-être un jour de bosser sur un truc solo, vraiment. Il y a par exemple des univers ou des trucs qui vous séparent musicalement. Il y a un moment où toi, tu te dis, bah tiens, ça c'est mon truc, je sais que lui il va pas trop kiffer, ou inversement. Non, pas trop. Pas vraiment, non. Écoute, on a découvert la musique ensemble. On est meilleurs potes depuis qu'on est gosse, depuis le lycée, mec, depuis la 5e. Tu vois, donc, la 5e au Canada, c'est comme chez nous? Non, on était au lycée français. On est au lycée français, donc. C'est comme votre 5e. Donc l'année d'avant le brevet. Ah bah nous, l'année d'avant le brevet, c'est la 4e chez nous. Ah oui, c'est vrai. Ok, 2 ans avant le brevet. Ok, d'accord. Non, j'ai sauté une année en fait. Il a sauté une classe. Pour vous donner l'exemple de notre esprit collaboratif, quand on est en studio, on a un ordi avec 2 souris
connectés au même ordi. Et 2 claviers. Donc on est chacun 2 claviers aussi. 2 claviers, 2 souris, un ordi. Et donc c'est genre une sorte de symbiose parce qu'on est les deux sur le même truc en même temps. Je crois qu'on n'a jamais vu ça. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vraiment symbiotique. On a du mal un peu à s'envisager séparément. Je pense que si vous faites l'un sans l'autre, la musique sera différente. C'est un peu sans intérêt. Qu'est-ce qui a évolué depuis les débuts? Genre au niveau musical, est-ce qu'il y en a un qui est plus à l'aise sur certains trucs ou quoi que ce soit et que du coup gère... Ouais, moi je crois qu'avec ma voix, j'ai été de plus en plus à l'aise. D'album en album. Et les textes aussi, je sais pas. Ouais, David plus à l'aise en mélodie et moi en harmonie, disons. Ok, d'accord. Ouais. Parce comme on n'a jamais eu de formation vraiment musicale, on a continué d'apprendre. Et Pat a vraiment s'est plongé dans la théorie de la musique. Et moi, j'ai évolué parce que le premier morceau qu'on a sorti, Needy Girl, j'avais jamais chanté avant, en fait. C'est la première fois que j'étais devant un micro de ma vie. Donc j'ai vraiment appris, on a appris sur le tas. C'est pour ça que c'est un peu difficile des fois d'écouter les vieux morceaux parce que je suis genre, ah non! C'est toujours comme ça. Ouais. Mais ça a l'avantage d'être une sorte d'apprentissage constant. Donc ça nous. Et puis c'est authentique. Ouais, vraiment, je trouve. Ouais. En France, vous le savez, on en discutait hors antenne. J'aimerais bien qu'on continue cette petite discussion qu'on a eu tous les deux, enfin tous les trois hors antenne. On a la culture de la funk en France, et je t'ai déjà entendu le dire sur d'autres médias, plus parfois qu'aux États-Unis. Oui. Et notamment la génération, la nôtre, on a à peu près la même génération tous les trois, où c'est nos grands frères ou les grands frères de nos potes ou les oncles qui étaient à mort dans la funk, et surtout les Maghrébins. On a ce truc qu'on n'arrive pas trop à expliquer, d'ailleurs on en parlait. Est-ce que vous connaissez, faites-moi un portrait de votre fan français. Il est comment votre fan français? Il y en a différents, mais on a genre les Lyonnais. Les Lyonnais. Mais c'est à eux que je pensais. Mais c'est les petits frères. En fait, c'est les petits frères de mecs de notre âge. Ouais, c'est ça. En fait, qui connaissent ça, mais peut-être de leurs cousins et tout, et qui trouvent ça trop cool qu'on fasse ce genre de musique. Mais on a aussi beaucoup de fans d'électro qui nous ont découvert avec Ed Banger, les collaborations qu'on avait fait avec eux. Donc c'est peut-être ce qui est cool parfois, c'est que c'est un public qui connaît même pas vraiment la funk ou les inspirations de notre musique, et qui nous considère comme une sorte de groupe d'électro un peu foufou, rétro, bizarre. Et c'est presque aussi cool quand ils connaissent pas la ref. Tu vois ce que je veux dire? Donc vous avez réuni vraiment les deux mondes. J'espère. Et ce qui est marrant, c'est qu'on parlait de Lyon. À Lyon, il y a ce truc. Autant nous, on a hérité de ça, de nos grands frères ou de nos oncles, etc. Et eux, ça a continué à passer le relais. Parce que les plus jeunes ici, par exemple la génération de Barreau ou d'Olivia, ils connaissent un peu, mais pas trop. Alors qu'à Lyon, il y a ce truc. Et ça, vous n'avez pas d'explication là-dessus? Il y a pas Non, mais en même temps, je crois que quand même, il y a des morceaux comme les morceaux du 113 qui avaient de la funk dessus. Vous vous en souvenez souvent. Celui que Mehdi avait fait, par exemple. Jackpot 2000. Jackpot, exactement. Ça, c'est quand même c'est resté des classiques, non? C'est des trucs c'est resté des classiques, mais c'est vrai que je pense que ça a beaucoup plus d'écho là-bas. D'ailleurs, on voit souvent des vidéos sur les TikTok, Instagram, etc. de mecs qui dansent. Aujourd'hui, ils dansent la funk devant la gare là, à Lyon. Je te jure, c'est un truc de fou. Il faut qu'on aille. Non, là-bas, ils sont vraiment trop chauds sur la funk. C'est cool. Et même la French Touch, je veux dire, c'est tout du funk. Ouais, c'est ça. C'est des boucles qui de l'a funk. gardé en vie, en fait. Vraiment. Ouais, c'est ça. C'est pour ça que nous, on aime tout, en fait. Tout l'électro français qui commence par la funk, qui passe ensuite par le rap des années 90 qui faisait des boucles de funk, après la French Touch qui faisait des boucles de disco, de funk. Les Daft qui ont gardé le funk en vie dans les 2000, de 2000 à 2010. Donc tout nous inspire. C'est d'ailleurs pour ça que, selon vous, j'imagine que l'électro à la française, au début des années 2000, était différent de ce qui se faisait aux États-Unis ou ailleurs dans le monde. En fait. C'était tellement plus funky. C'est grâce à cet héritage. Ouais. Et franchement, nous, comme on était des gars de rap, en fait, on comprenait pas vraiment l'électro des States, mais dès qu'on nous a joué Alan Braxe, on a fait OK, c'est une SP1200 avec la basse funky, on adore. Ça, c'était comme notre langage. On est arrivé tard là-dedans. On est arrivé vraiment tard. C'est le rap américain. Quand vous parlez de rap, c'était le rap américain que vous écoutiez ou bien à l'ancienne aussi vous écoutiez déjà du rap français? On connaissait très bien le rap français, on connaissait très 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 bien parce qu'il y avait plein de choses qui se rendaient à Montréal, mais le canon pour nous c'était vraiment Tribe, Mobb Deep, Wu-Tang, tu vois, New York. Ouais, New York, parce que Montréal c'est tout près. Ouais, mais bizarrement New York, mais vos influences super funk, on les ressentait beaucoup dans le rap de Los Angeles à l'époque. Complètement. Ouais, c'était un gros conflit d'ailleurs entre nous. C'était un gros conflit. Pat était un peu plus serré et moi j'étais très New York. Ok. Et du coup même en rap j'étais plus français. Ah ouais? J'écoutais plus de rap. Et c'était quoi les... Pour moi, c'est la langue. C'est quoi les noms français qui arrivaient à passer les frontières, arriver jusqu'à Montréal? Paris sous les bombes. Ok, NTM, NTM, Lunatic.
font les gros trucs. Ouais, les gros. Non, mais même. Doc Gynéco. Doc Gynéco. Non, mais même Doc des Gynéco, petits... il avait une vraie empreinte funk, G-Funk sur le premier album. Non, mais même des plus petits trucs, genre. Ménélique. Ouais, pareil. Lunatic, c'était pas énorme, c'était plus spé quand même, non? C'était plus spé qu'Ayam et NTM, etc. C'est ça. Mais ça a été énorme quand même. Ouais. Ça a été, et puis ça reste encore aujourd'hui vraiment une référence. Yes. Et le groupe de Mehdi aussi. Et le groupe de 113, enfin Mehdi, Ideal J, 113. Ideal J, c'était gros, toute la mafia Quinfri, on était. Mais vers, je sais pas si c'est en 93 ou 94 quand Snoop Dogg sort Doggy Style. Ouais, est-ce que 12, je crois, 91, genre comment vous avez reçu le projet? On va dire que c'était pas le début de la G-Funk, mais quand même. Il y avait Warren G, Dr. Dre, tout ça. Ce mouvement-là, comment vous l'avez reçu? C'était particulier parce que ça, c'était tellement gros que tout le monde faisait l'exception. Donc si t'étais genre en mode East Coast, Wu-Tang, Mobb Deep, tout ça, mais Snoop c'était tellement gros. C'était comme les Fujis, quoi. Tu vois, ça transcendait les gens. C'était juste de la pop, presque. Obligé. Donc tout le monde adorait. Ça, c'était universel. Okay. Même les parents. Moi, je me rappelle. Ils disaient des trucs de fou. Hein. Ouais, mais il y a une phase folle. Je sais pas si tu te souviens, Pat. Pat me déposait à la maison, genre en rentrant de soirée à 3h du mat. Et genre, à un moment donné, on était dans la caisse et on blastait du Snoop et mon père le lendemain matin me fait yo, tu m'as réveillé avec ton Snoop à 2h du matin. Genre même lui il avait reconnu, tu vois, parce que c'était tellement dans la culture. Très fort. On parle de la West Coast. Il y a quelqu'un, vous avez raconté l'anecdote, alors on va pas la re-raconter, mais vous l'avez raconté dans Studio 41 il y a quelques mois, d'un morceau qui s'est jamais fait, qui s'est fait, mais qui n'est jamais sorti avec Nate Dogg. Moi, je voudrais savoir si, donc je vous invite déjà à aller voir la vidéo de l'interview quand vous êtes passé là-bas, comme ça, c'est un petit teasing pour les copains, vous pourrez aller découvrir cette anecdote. Est-ce qu'il y a d'autres grosses collabs comme ça qui sont jamais sorties? Et où vous avez un petit regret, ou alors qui aurait pu se faire, c'est pas aller jusqu'à l'enregistrement, mais ça aurait pu se faire et ça a été avorté pour des raisons. Il y avait un morceau avec Miguel qu'on n'a jamais fini. Ok. Il y a un morceau avec Miguel qu'on n'a jamais fini. Franchement, pas une tonne. Pas une tonne. Et de toute façon, là sur le nouvel album, on s'est complètement renfermé sur nous-mêmes. C'est-à-dire que l'album précédent, il y avait tellement de collabos. Là, on avait envie de faire de la musique juste nous deux, comme quand on était ados. On s'est remis en mode sous-sol de chez des parents de chez Pat. Et genre, les deux hyper isolés. En plus, il y avait la pandémie quand on commençait, donc on n'avait pas le choix. Sur la création de cet album-là, qui sort en février. Ok. Il n'y a qu'un seul featuring d'ailleurs. C'est La Roue, il est déjà sorti d'ailleurs, le morceau. Vous pouvez aller l'écouter. En parlant de ce projet, on va se faire un morceau en live là. Yeah. She knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. Oh yeah, she knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. Now, alone in my apartment, I'm humming to the tune of my favorite song. And my baby's gone, but the way we said goodbye, I could tell she wasn't into moving on. Look now, phone charger, that's not mine. Curling iron, that's not mine. Head ties, not mine. So many reminders, it's not unintentional. And this is why I think she knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. Oh yeah, she knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. Now, whoever gives you tips about relationships, let me tell you something, they're a damn liar. Cause you never know the baggage to unpack, even when they've packed their bags. For instance, I look inside my drawers, I look inside my hamper. One day
say what's mine is yours. Nowadays your stuff just lingers, all these reminders. It's not unintentional, and this is why I think she knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. Oh yeah, she knew just what she was doing, leaving her personal effects behind. I know I'll find them one night and she'll probably be on my mind. I break it down like this. We are Chromeo the Funk Lords. Tout le monde va applaudir. Oh là là, c'est fort. On aime bien ce genre de moment de live. Chromeo en live avec effet personnel. Voilà. Personal Effect, un morceau que vous allez pouvoir retrouver dans cet album qui sortira le 16 février. Un album. Allez, je relance la prononciation. Qui veut le faire en anglais? Le nom de l'album? Le nom de l'album. Adult Contemporary. Pas mal. Ok. Pas mal. Adulte compote. Oh my god! Adulte Contemporary. C'est bien. Contemporary. Pas mal. Bon voilà. Adult Contemporary. Ah, c'est bon. Il s'est tellement appliqué. Ouais, Il s'est mais tellement j'ai appliqué. Il s'entraîne Non, mais depuis il- 2 jours. Il a répété pendant le live, on l'a grillé du coin de l'œil, il répétait, il faisait des petits pas, il répétait dans le coin. Gâchez pas la magie du truc, putain, c'est pas possible. Bon, dans le morceau, on l'entend, il y a cette talkbox. Souvent, les gens entendent ça et savent pas trop ce que c'est. Des fois, il y en a qui disent c'est du vocodeur. Pas du tout, c'est pas la même chose. On va laisser Pat nous expliquer ce que c'est exactement que la talkbox. T'as une petite boîte devant toi. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent en vidéo, vous pouvez voir ça. La talkbox, c'est une enceinte qui lance le son d'un synthé. Ok. Et là, je le mets dans la bouche. T'as un tuyau, tu l'as pas dit, mais il y a un Ouais, tuyau. le tuyau, Pat, pour ceux qui écoutent. En fait, le Et je tuyau. forme les mots. Non, mais avec- Pat, explique-nous le tuyau là, parce que pour ceux qui voient pas la vidéo. Le tuyau amène le son de l'enceinte jusqu'à dans ma bouche. Et moi, je dois former les mots. Tu recraches le son, en fait. Tu recraches le son dans le micro. Ouais, tu recraches le synthé dans le Voilà. micro. Ouais. Mais par Élégant. contre, tu ne prononces aucun son avec ta voix, Je prononce tu aucun les son, articules. je fais que Ah, t'as qu'articuler. tout compris, toi. Ouais. Je sais pas ce que je t'ai dit, j'ai l'oncle voilà. d'un pote qui avait ça. Voilà. Mais et du coup, Et ça, c'est tous les classiques que vous connaissez. More bounce. More bounce. le fameux California Love, Roger Troutman sur le Computer Love. Aussi, Computer love. C'est ouf. California knows how to party. Ah, Fort. c'est lourd. J'aime trop. Quand t'as commencé à jouer de la talkbox, et on m'avait dit que ça provoquait des douleurs là à la bouche et tout, Bah ouais, l'entraînement. c'est un muscle, c'est comme apprendre à parler. Sinon, tout ce que tu entends, c'est. Si Ça, c'est quand moi j'en fais, si moi j'en fais, c'est pas ça mal que ça déjà, donne. hein. Si tu sais pas pas mal. faire, tu comprends pas. Et c'est réapprendre à parler, en fait. Est-ce qu'on peut avoir un Bang Bang, le nom de l'émission, à la talkbox, isolé sans son, comme ça on va récupérer, on va mettre dans un Oui. jingle. On est Chroméo Sur. Nous sommes Chroméo sur Bang Bang. Radio Move, baby. C'est lourd. C'est beau, hein. J'aime trop. T'as commencé à t'intéresser à la talkbox au tout début ou, Tout début, ouais. Au lycée. 14 ans. Ah, au lycée Ouais. carrément. Ouais, ouais. Et ça t'a mis combien de temps pour le maîtriser bien, correctement? 2-3 ans. Ouais. Ah ouais, quand même, carrément, ok, ouais. d'accord. Les fréquences d'entraînement, c'était quoi? Tous les jours, j'avais Ok. un petit bout de tube dans ma bouche et je Ok. parlais à ma mère et je l'emmerdais. Puis... Mon enfer personnel. Les délires d'ado, les délires d'ado Vraiment. qui Qui nous restent sont finalement. restés, ouais. Vous avez emmerdé vraiment vos parents avec ces histoires de musique à répéter, à machin, et au bout d'un moment. Est-ce que ils ont du mérite, vos parents? Ouais, ah oui. Non, nos parents venaient nous voir parce qu'on avait genre nos premiers groupes et tout, nos familles arrivaient en grande pompe et tout, genre ils savaient sans doute que c'était pas top, mais ils venaient. Non, ils étaient cool. Et moi, tu sais, mon petit frère, c'est A-Track. C'est ce que j'allais dire. Ils sont Ouais. doublement méritants parce que ton petit frère, c'est un des meilleurs DJ du monde. Il a été champion du monde d'IMC à 15 ans. Ouais. Moi, j'ai halluciné à l'époque. La première fois que je l'ai vu au C'est ça. DMC, c'était incroyable. Et je suis DJ aussi. Ah, voilà. Et nous, tu sais, quand on s'entraîne au casque, il y a quand même un truc que t'entends, c'est le crossfader, le tac 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 tac. Ouais. Donc, tes parents ont subi ça aussi. Ah oui, toute la journée.
bien sûr. Les deux. Moi, je faisais des sons, mon frère faisait des scratchs, Pat venait, c'était non-stop. Mais c'était cool, hein. Ils ont vraiment, ils ont même appris à apprécier toute la musique qu'on a découverte nous, et puis après ils écoutaient, ils comprenaient. C'est cool. Il y avait un petit partage. Ouais, un vrai partage. Du Snoop. Ouais, ça c'était pas par choix, mais non, mais ce qui était fou, c'est qu'en fait au début mes parents ils étaient pas trop rap, et je me rappelle à un moment donné ils en avaient tellement écouté que genre on était au sous-sol, on faisait les cons, je sais pas quoi, et il y a mon père qui descendait qui était comme cette instru, elle est cool cette instru. Et à un moment donné, il nous a sorti. Moi, si je faisais des beats, j'aurais fait un beat comme cette instru. Et là, j'ai su, ça y est, il est converti. Il est tombé dedans. Voilà. Il venait à nos shows. On a commencé à porter du Fat Farm. Ok, d'accord, converti, c'est vraiment le terme. C'est pas vraiment. Dommage. Non, attends. Si, il avait les restes. Les restes de Alain. Ouais, c'est que mon frère se faisait donner des sables, genre un peu, sponsor. Marque urbaine des années 90. En fait, ce qui était très drôle, c'est que mon frère, il voulait pas trop porter des trucs genre mecha, tu vois, genre avec la tête qu'il avait, ce serait un peu bizarre. Et genre mon père, il savait pas c'était quoi, genre un pull mecha, ils en avaient là. Non, mais ça se retrouvait dans son outfit de jardinage. Ouais, genre donc il faisait genre il tondait le gazon en Fat Farm, en mecha, c'était fou. Et il y avait les enfants des voisins qui regardaient et qui se disaient putain, il a un vrai flow. Est-ce qu'il y a des Français avec qui vous aimeriez travailler là dans la génération actuelle? On les aime tous, franchement. Gazo. Mais vous êtes en contact avec Gazo? Donc, j'étais au studio en août. J'ai un pote qui faisait des sons, j'étais en studio, je les ai rencontrés. Pour le coup, on a du mal à faire le pont entre la musique de Gazo et la vôtre. Et c'était quoi, du coup, t'es intervenu genre dans la musique? Non, c'est mon pote qui était en train de produire, et puis Ok. Mais c'est possible. Il y a un mélange qui pourrait se faire. J'aimerais bien entendre ça, moi, en tout cas. Il y a d'autres noms, pas forcément dans le rap, d'ailleurs. Non, mais tout le monde, même il y a un pote qui vient de sortir un album, là, Yacine Stein, super fat, et tous ceux qui font de l'électro, on les suit tous, la Mid qu'on adore, tous les mecs Deadbanger qu'on adore, il y en a plein en fait. Julien Granel, qui est un super ami à nous, qui est un peu plus nouveau, je dirais, de l'électro, mais qui fait plein de shows, plein de scènes et tout. Donc en fait on essaie constamment de collaborer. Il y a même un groupe de funk qui s'appelle Venice Club qu'on a sorti sur notre propre label, Julien Granel aussi qu'on a sorti sur notre propre label, parce qu'on a formé un label un peu pour encourager une relève de funk et tout ça. Donc non, il y a un vrai contact constant avec la France et tout. Ok, cool. J'aimerais qu'on écoute un morceau que vous avez fait il y a quelques années maintenant avec Solange. Yes. J'aime beaucoup ce morceau. Alors Solange, pour ceux qui n'identifient pas, c'est la sœur de Beyoncé, c'est Solange Knowles. Mais elle a enlevé Knowles de son nom parce que je pense qu'elle a besoin d'un peu d'indépendance. Comment ça s'est passé la rencontre avec elle? Ça s'est fait par mon frère, je crois. Ouais. Mais on avait déjà fait un autre morceau avec elle. Je crois qu'on était son premier featuring. Sur l'album précédent, il y avait un morceau où est-ce qu'elle faisait le refrain. Et en fait, on voulait faire un truc encore plus accompli où est-ce qu'elle chantait des couplets et tout ça. Donc sur l'album suivant, celui qu'on vient d'écouter, on était retourné la voir, on était allé chez elle, on avait fait des prises et tout. C'était super cool. On est potes avec elle. Donc, trop bien. Est-ce que c'est facile de bosser avec elle sans systématiquement comparer avec sa grande sœur? C'est sa grande sœur ou sa petite sœur? Solange, c'est la plus grande. C'est sa petite sœur alors. Ah ouais? C'est pas Beyoncé la grande? Je crois que c'est Beyoncé la grande. Je crois que Solange, c'est la plus jeune de toutes en fait. Ouais, bah oui. Et quand il y avait Destiny's Child, en fait, Solange, c'est la seule qui écrivait les morceaux. Donc elle écrivait même les morceaux pour ses grandes sœurs, parce que Solange elle écrit. Écoute, c'était. Il n'y a pas ce truc de comparaison de dire. Non, du tout. Tiens, par rapport à ce qu'on te rappelle la première fois qu'on avait pas ce morceau-ci que tu as entendu, mais celui de l'album précédent où elle faisait juste le refrain, quand on est allé la rejoindre en studio, il y avait Beyoncé qui était là. Les deux, elles étaient ensemble dans la cabine. Mais non, elle a son propre style, sa propre voix. C'est totalement différent. C'est complètement différent, je crois. Sciemment d'ailleurs, pour pas. Bah oui. Et dans les collaborations là aux US, je parle pas de producteurs électro ou quoi, mais il y a des chanteurs, il y a des rappeurs qui vous font kiffer et que vous aimeriez vraiment voir sur l'un de vos morceaux. Ouais. Faire rentrer dans votre univers. Il y en a plein, mais c'est juste qu'on s'est pas mis dans cet état d'esprit parce que on a fait tellement de collaborations au dernier Scud que là maintenant c'est genre.
Ok, il faut recommencer, mais ouais, il y en a des millions. Thundercat, je sais pas moi. Ouais, ça pourrait être pas mal. Steve Lacy, toute la bande. Là. Ils font aussi beaucoup référence au funk, ces gars-là. Ouais. Mais même, il y a des gens, genre un peu plus dans l'univers alternatif. Moi, j'aimerais beaucoup faire un truc avec la chanteuse de The Kills. Il y a des trucs complètement différents aussi, décalés, qu'on peut faire marcher à notre formule. Ouais. Ok. Ça fait une heure que t'es genre. Genre, ça m'angoisse. Non, parce que je te regarde. Ouais, il essaie de placer un mot, mais. Baro, vas-y, pose ta question. Vous posez en fait. Tu nous as dit tout à l'heure que vous aviez commencé à préparer cet album-là qui sort le 16 février. Vous avez commencé à le faire en 2020. Ouais, exact. Mais en 2020, vous aviez sorti un EP aussi qui s'appelait Quarantine Casanova. Ouais. Et c'était un EP caritatif. Ouais, exact. Que j'ai vu. Après, je me suis intéressé, j'ai commencé à regarder, j'ai vu que vous avez fait plein de projets humanitaires. Ouais. Donc j'aurais bien aimé savoir c'est quoi qui vous a poussé à aller dans l'humanitaire. On sentait qu'on était arrivé à un point où est-ce qu'il fallait vraiment qu'on redonne. Genre, tu sais, tu fais 4 albums. 5 albums et genre à un moment donné t'as une carrière qui fait presque 20 ans, c'est plus juste about you quoi, tu vois. Il faut commencer à redonner rien. Et c'est pour ça que cette même année on a commencé l'humanitaire, on a commencé notre propre label Juliet Records. Et on a fait ok, là maintenant on va intégrer ça à notre façon de fonctionner, genre la transmission, tu vois. Deux manières de redistribuer différentes d'ailleurs. Exactement. Et c'est ça qui nous a poussé. En plus bon, c'est vrai qu'on avait beaucoup de temps en 2020, toutes nos dates les dates ont été annulées, il y avait beaucoup de temps, on a passé puis il y a une grosse catastrophe qui pour moi était personnelle. Du coup, l'explosion au Liban en août 2020, ça a été énorme. Parce que tu es originaire du Liban, c'est ça. Tout ça à la même période. C'est ça. Ouais. Donc ça nous a vraiment donc tout ça nous a poussé et genre c'était trop drôle parce que sur le EP de Quarantine, genre et ça c'était des morceaux, c'était presque de la comédie, tu vois, on faisait des trucs hyper rigolos et on avait fait un morceau qui s'appelait Clorox Wipe, tu sais, les lingettes Clorox désinfectantes. Genre parce qu'on n'avait rien à faire, on était péter les plombs. Parfois vous trouvez des titres. Ah non mais on pétait les plombs, tu vois ce que je veux dire. Et le truc le plus fou c'est que et on a fait une levée de fonds énorme et genre la compagnie Clorox a fait ok, on va matcher tout ce que vous avez levé comme fonds. Et donc, eux-mêmes ont fait un énorme chèque. Ouais, on a fait des dons extraordinaires. C'était très cool, en fait. Et en plus, vous avez fait des trucs pour, comme tu as dit, au Liban. Vous avez aussi soutenu, en gros, la communauté noire. Ouais, ça, c'était tout le EP de pandémie. Ouais, voilà. Ouais, parce que comme aux États-Unis, on s'est rendu compte que la communauté noire était encore plus affectée par la Covid. Latino, noir. Ouais, latino, noir, ce qu'ils appelaient aux États-Unis POC, People of Color. Tu vois. Ok. Et donc, ce qui sortait aux nouvelles, c'était qu'ils étaient encore plus affectés. Moins d'accès aux soins, nanana. Donc là, on a trouvé un organisme caritatif qui s'adressait justement à l'aide pour ces communautés-là. Et donc, on leur a fait un don énorme à eux. Franchement, c'est super lourd. Cool. Super lourd. Bravo. Cool. Pour terminer, merci. J'aimerais vous proposer ce qu'on fait régulièrement avec nos invités, des petits dilemmes. Allez, go. Mais la particularité, c'est que comme vous êtes deux, avant de répondre, je vais vous proposer à chaque fois deux possibilités. Avant de me dire ce que vous voulez choisir, vous allez devoir vous mettre d'accord. On n'a même pas besoin de se regarder. Tu vois. Très bien. Ok, vas-y, on va voir ça tout de suite. Alors, je vous propose deux choses. Soit ce prochain album double disque de platine, ce qui est pas mal. Soit un dîner avec Michael Jackson, durant lequel on se permet tout. Michael Jackson est mort, mais vous avez la possibilité de dîner avec Michael Jackson, de lui poser toutes les questions techniques sur sa musique ou ce que vous voulez en fait. Bref, vous avez un dîner, une soirée avec Michael Jackson ou votre prochain album double disque de platine. Qu'est-ce que vous prenez ? Finalement, vous avez besoin de vous regarder. Franchement, double platine. Non, mais je vais dire pourquoi. C'est pas par manque de respect. C'est qu'on a tellement tout lu sur Michael. On est tellement des nerds de musique. Tout écouté. Tout écouté. Franchement, on a plus. On ça sait se trouve, tout. il peut vous apprendre des trucs. Non, on sait tout. On a tout lu. On est des nerds. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est vrai que ce serait cool un petit double platine là, pour le 6e album. Ok. Bon, tu vois, on s'est. Double platine. Très bien, vous êtes d'accord parce que c'est vrai que vous n'êtes pas parlé. Pouvoir sortir enfin ce fameux morceau avec Nate Dogg dont on parlait tout à l'heure, ou alors faire un feat avec Beyoncé. Dave, il avait l'air sûr de sa réponse. Il était sûr, Dave. C'est sûr la réponse. En fait, moi je vais. Le truc avec Nate Dogg, c'était bon, mais il était pas complet. Je sais pas. Attends, je leur dire quoi? On a une démo. Ah, vous avez une démo? Non, mais c'est ça qu'il veut dire. Il veut dire la démo parce que dans l'autre, on en avait parlé. Ils en avaient parlé. Oui. Non, ben Beyoncé.
Ouais, Beyoncé. Beyoncé. Et en imaginant que le feat avec Nate Dogg soit complet comme vous vouliez, vous auriez pu le terminer, vraiment le peaufiner comme vous voulez, pas qu'il reste pas à l'état de démo. Là, c'est plus dur. Alors on va rajouter ça. Ah mais Beyoncé, ce serait cool. Beyoncé. Ouais. Ce serait cool. Mais c'est pas faisable, Beyoncé. Hein? C'est pas faisable, Beyoncé. C'est faisable. Tout est faisable. Tout est faisable. Ça prend un peu de gymnastique, mais c'est faisable. Okay. C'est faisable parce qu'elle, de toute manière, à chaque album, elle explore des trucs un peu différents. À fond, non, elle était avec Nile, avec Raphaël Saadiq, qui sont des potes à nous aussi. Donc non, c'est tout donc ça, c'est faisable. Ouais. C'est faisable, ok. Une petite dernière. Je sais que vous avez parlé d'un gros concert auquel vous auriez adoré assister. C'est un concert, le Live Aid, qui était à l'époque un concert caritatif d'ailleurs, pour réunir des fonds et lutter contre la famine en Éthiopie. C'était en 1985. Ce concert, il y avait tout le monde de l'époque, les Phil Collins, etc. Mais moi, je vous propose de participer à ce concert en tant que guest, c'est-à-dire au milieu de tout. C'est pas votre concert à vous, mais c'est quand même un concert dans la line-up, quoi. Au milieu de toutes les stars de l'époque, ou alors la mi-temps du Super Bowl. Ah! Mais c'est une mi-temps chroméo. Alors. Ça, avec un gros show, tout ça. Non, moi je sais. Non, parce qu'au Live Aid, on va se faire défoncer. Parce que les gars, ils sont genre forts. Le niveau était trop. Ouais, non, c'est trop. Non, moi je veux notre propre show. J'ai pas envie qu'on nous compare à tous les groupes de Live Aid. Surtout qu'on les a pompés tous. On va se faire griller en fait. On les a tous pompés. T'es pas d'accord? Ouais, Super Bowl. Yes. Super Bowl. Bon, c'est pas mal. Bon, bah merci, on termine. On a répondu dans la modernité hein, quand même. Ouais, et surtout. D'accord à chaque fois. Ouais, donc ça explique, on avait démarré par vous demander si c'était pas trop compliqué la longévité de ce duo. Ça a pas l'air. Bon, merci à vous en tout cas d'être passé nous voir. On rappelle que l'album, comme le dit Baro. Adult Contemporary. Nice. Alors, Olivia le dit mieux. Adulte contemporaire. Compote d'adultes. De Chroméo, le tout prochain album, le 6e sera dispo le 16 février. Alors allez streamer ça fort. Allez, il va sortir en physique. J'ai vu des vinyles d'ailleurs en régie là. Ouais, vinyle. Même CD on a fait. Ok, trop bien. Ça devient un exploit. Même CD on a fait. Même CD, t'as vu? Même CD. Maintenant, moi, il y a même des CD. Ouais, fou. Bon, très bien. Il y aura des concerts en France prochainement. On revient, on annonce 7 juin. Bah, tiens, voilà le scoop. Voilà. Merci pour l'actu. 7 juin, ce sera quoi? Ça serait ici à Paris. Et c'est un concert Chroméo ou c'est un festival? Non, Chroméo. Ok, cool. Ouais. On connaît l'endroit? Ouais, ça va être annoncé. Bon, on peut vous le dire, c'est au Trianon, mais. Super. Trop bien. Ouais. Très bien. On annonce toute une tournée européenne avec la sortie de l'album. Magnifique. Voilà. Trop bien. Eh ben, force à vous pour la sortie de cet album. Merci d'être passé ici en tout cas, c'est un plaisir. J'espère. On se voit là-bas, absolument. Merci à vous. Ouais.